Comment occuper utilement les enfants en cette période de vacances? Voici une préoccupation que vivent de nombreux parents d'élèves. Certains choisissent de les envoyer sur des sites de camps de vacances. Le sujet de l'occupation des enfants pendant les vacances constitue le grand format de cette édition. Campagne agricole au Burkina Faso, la physionomie de cette campagne est bonne dans l'est du Burkina. Pendant ce temps, on constate que de nombreux agriculteurs utilisent encore des moyens archaïques sur leurs champs. Le 31 mars dernier, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, lançait le programme présidentiel d'urgence volet eau et assainissement. L'objectif affiché est d'atteindre 0 corvée d'eau d'ici à 2020. 4 mois après le lancement de cet ambitieux programme, que peut-on constater sur le terrain? La réponse dans cette édition. Voilà pour le menu de ce journal sur la RTD. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se rendra demain 8 août 2016 à N'Djamena au Tchad pour assister à l'investiture du président Idriss Déby Itno. Le chef de l'État se rendra par la suite au Congo-Brazzaville le 9 août 2016 pour une visite d'amitié et de travail. Le séjour du chef de l'État en terre congolaise permettra de renforcer les relations déjà bonnes entre les deux pays à travers des entretiens avec son homologue congolais et des séances de travail entre délégations burkinabè et congolaises. L'Institut africain d'informatique a besoin de revisiter ses textes pour être en phase avec les réalités du moment. Le sujet était au centre du conseil d'administration combiné avec l'Assemblée générale de cet institut. La rencontre a réuni les 11 représentants des pays membres de l'Institut africain d'informatique, Konsun Koulibaly et Monkoun Dabire. La mise à jour des tests au cœur de cette 15e session ordinaire de l'Institut africain d'informatique. La rencontre vise à adapter les tests de la structure pour prendre en compte des phénomènes nouveaux tels que la cybercriminalité. Aujourd'hui, la problématique qui s'opposait en 1971 se pose encore, notamment en matière de cybersécurité et d'autres questions aussi pointues dans le domaine donc, de l'économie numérique. Le conseil d'administration et l'Assemblée générale sont mis à contribution pour les travaux. Et au sortir de cette réunion des 11 États membres de l'Institut africain d'informatique, d'importantes décisions seront prises. Chaque délégué ici représente un État, de mener des démarches pour que les États puissent payer ce qu'ils doivent déjà à l'IAI. L'autre décision forte, c'est qu'aujourd'hui, on a une direction générale qui est nommée selon les principes de fonctionnement de performance internationale. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'IAI peut partir sur de nouvelles bases avec une nouvelle direction générale, une nouvelle vision, et ils sont recrutés sur la base donc, de leur rendement. Donc ça fait que sur le plan donc, de la direction, l'IAI est doté d'un outil aujourd'hui qu'il n'avait pas depuis 2007. L'Institut africain d'informatique a vu le jour en 1971 au Tchad. Sa création vise à former des cadres techniques de haut niveau adaptés aux besoins socio-économiques des pays membres. À présent, le grand format de cette édition consacrée à l'occupation des enfants pendant les vacances. Plus de cours scolaires, le quotidien des enfants se résume pour la plupart à la télévision et aux jeux. Et c'est en ce moment que les parents se rendent compte de toute la difficulté qu'il y a à assurer la garde et l'encadrement de leur progéniture. Des enfants qui constituent donc une situation à gérer entre travaux ménagers et occupations professionnelles. Le dossier est signé Kwale Nebié et Maïmouna Traoré. Quelles occupations pour les enfants pendant les vacances? Prise entre le ménage et les obligations professionnelles, Caroline Douagneau, mère de 3 enfants et agent de la fonction publique burkinabè, cherche une réponse à cette question. J'ai une dame de ménage qui vient de faire le ménage, mais j'avoue que ce n'est pas suffisant. Quand elle finit son ménage, elle est obligée de rentrer. Au plus tard à 12 h, elle a fini son travail et elle rentre. Et avec les enfants pendant les vacances, vous voyez, ça salit. Il faut tout le temps repasser la serpillière. Et en ce moment, je n'ai pas de servante. Si tu n'es pas en congé et que la dame de ménage s'en va, qu'est-ce que tu fais dans l'après-midi? Je ne peux pas tout le temps les trimballer là où je pars. Famille Topan au quartier Rimkieta. Ici également, le couple travaille dans l'administration publique. Outre ses 3 enfants, il a accueilli 4 élèves pendant ses vacances. C'est difficile, tous les tout petits sont difficiles. Ils sont très turbulents, ça casse souvent des choses. Mais il faut faire avec,
ça se tape. D'une famille à une autre, le constat reste le même. De petits soucis avec les enfants, dont le passe-temps favori demeure les programmes télévisuels et autres jeux, parfois dangereux. Ils mettent le désordre partout, ça court, ça casse les assiettes, ça jette les jouets partout. À la maison, c'est tout le temps la télé, la tablette, ce qui n'est pas forcément bon pour leurs yeux. Il faut alors les encadrer et chaque parent y va de ses initiatives. On essaie de trouver des activités pour eux. Le premier, lui, les inscrit à un camp vacances basket. Les deux filles, je les ai inscrites au camp biblique. Bon, c'est une occasion de leur permettre de connaître davantage Dieu et de les occuper aussi. Bon, il y a les petits travaux ménagers aussi. Bon, souvent les garçons, ils nettoient les meubles. Donc les filles, ils font le ménage. Les vacances sont faites pour se reposer, prendre un peu de repos. Mais il ne faut pas oublier aussi les cahiers. Donc c'est dans ce sens aussi que des petits exercices par là, la lecture comme je l'ai dit tantôt, juste pour garder toujours la main, ne pas oublier ce qu'on a appris durant l'année scolaire. Si chez les Topans, la fonction du chef de famille est un atout, ce n'est pas le cas chez les Douaniaux. Caroline Douaniaux souhaite alors la création de structures d'accueil des enfants pendant les vacances. Et certains parents ont simplement trouvé la solution, celle de trouver un temps soit peu une occupation à leurs enfants. Cela se passe généralement par les camps de vacances et autres activités récréatives. Des camps de vacances, il en existe beaucoup au Burkina Faso. Camps de vacances, élevage et camps basket, ce sont les sites choisis par une de nos équipes pour voir comment les enfants y participent. Moussa Ouedraogo, Nongba Kouda et Omar Zambri. Depuis l'annonce des vacances, Joseph a passé son temps entre jeux, lecture et télévision. Aujourd'hui, pour rompre avec cette monotonie, il s'est fait inscrire à Camp Vacances Élevage. Je suis venu au Camp Vacances parce qu'on apprend comment élever les animaux, entretenir la nature. Comme premier contact avec les animaux, les enfants ont eu droit à un tour du zoo en miniature du parc Bangroego. Une cinquantaine d'élèves âgés de 4 à 16 ans y participent. Pour les parents, l'objectif est de les occuper à quelque chose d'utile et peut-être de susciter en eux une certaine vocation. Tous les jours, téléphone, jeux, tout. Bon, tout est du virtuel, comme on le dit. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de l'envoyer au camp vacances. Il va voir de visu les animaux sauvages et vraiment apprendre à connaître les animaux. Pour le promoteur Jean-Emmanuel Ouattara, cela fait 10 ans que ce camp existe. 10 ans de vie à transmettre la passion de l'élevage aux enfants. Il nous avoue que même si les soutiens ne frappent pas trop à sa porte, il se réjouit d'avoir contribué à réveiller ou faire naître l'amour des animaux à plus de 500 enfants. Si Camp Vacances Élevage a 10 ans, cela fait 18 ans que Camp Vacances Basket occupe les élèves vacanciers de tous âges et classes confondues. Nous avons fait le basket quand nous étions petits. Nous aussi, nous essayons de donner aussi ce que nous avons appris avec nos aînés à ces enfants, que nous devons donner à ces enfants-là. Il ne faut pas être égoïste, pas prendre ce que tu as appris et puis s'asseoir avec ça à la maison. Lancer, passe, dribble et bien d'autres. Voici les techniques qu'apprennent ces enfants ici pendant leurs vacances à Camp Vacances Basket. Des vacances très sportives qu'apprécient les parents. Ça les occupe, ça les permet de faire du sport, de ne même pas tomber malade parce qu'à la maison, et puis ça les évite aussi de trop fouiner dans les tablettes et tout. Pour certains élèves, ce camp est juste un passe-temps et un bon moyen pour dégraisser un peu ou maintenir leur forme. Pour d'autres, cela va bien au-delà, car ils veulent réveiller la star qui sommeille en eux. Je compte être un grand joueur de basket comme Jordan, Tony Parker, Anthony Davis. Ce camp est un véritable nid de futures stars. Plusieurs jeunes cadres burkinabés du basketball y auraient déjà effectué un passage. Pour cette année, plus de 200 enfants prennent part à Camp Vacances Basket. Et le rêve du promoteur est de voir un jour un de ses enfants sur un grand écran en train de faire un panier, pourquoi pas à la NBA. Voilà qui nous amène à la page entretien de cette édition. Nous recevons Monsieur le directeur général de l'ONTB, l'Office national du tourisme burkinabé. Bonsoir Monsieur Issa Bari. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors selon vous, comment occuper utilement les enfants pendant les vacances? Je pense que ce que nous avons vu, c'est une bonne chose à travers différents camps, différentes colonies qui en principe devaient permettre d'occuper seulement les enfants à travers un brassage entre enfants, à travers leur socialisation et également contribuer à leur formation
intellectuelle, physique, morale, civique et autres. Également, offrir des jeux sains aux enfants à travers à travers une éducation, des jeux divers. Alors, on a vu dans le reportage des camps vacances donc, qui sont choisis par des parents comme meilleure occupation pour leurs enfants. Oui. Alors, comment vous appréciez cela? Nous trouvons que c'est une bonne chose pourvu que ces camps soient réglementés. Justement, c'est la question que j'allais poser par la suite. Est-ce qu'il y a une réglementation en la matière au Burkina? Oui, il existe une réglementation, que ce soit le camp, la colonie, tout est réglementé au Burkina Faso. Il y a au sein du ministère de l'Action sociale un comité interministériel qui siège, qui autorise l'organisation de différents camps et colonies. D'accord. Alors, est-ce que c'est la même réglementation selon que ce camp se passe au Burkina Faso ou hors de nos frontières? C'est la même réglementation. Du moins, c'est le même comité qui siège. Et selon la nature du camp, il y a quand même quelques variétés. D'accord. Oui. Peut-être des précisions? Bon, parce que quand c'est quand même un camp, il faut un programme éducatif bien clair. Il faut une équipe. L'équipe d'encadrement doit être au top, à travers des CV qui sont corrects, donc des gens aptes à encadrer. Il y a également l'aspect santé, l'aspect alimentation qui doit être pris en compte. D'accord. Alors, on a vu que beaucoup de camps donc, sont des initiatives de promoteurs privés. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'ONTB, vous initiez souvent ce genre de choses pour permettre aux enfants d'être occupés utilement pendant les vacances? Oui, absolument. Au niveau de l'ONTB, nous proposons divers produits aux parents pour occuper sainement les enfants. On a par exemple le camp enfant tourisme, environnement, camp été, qui s'adresse aux enfants de 7 à 15 ans, où on prend des enfants de tout le territoire national, on envoie dans une localité, dans une région. Ils font 10 jours ensemble, à travers des jeux éducatifs, à travers de l'art, etc. Et donc, il y a le camp été qui est organisé. Cette année, nous l'organisons dans la région du Sud-Ouest, à Gawa. Est-ce qu'il y a assez de communication autour de ces initiatives? Bon, on n'a pas encore commencé à communiquer, mais il y a quand même des documents. On a des flyers, des supports de communication qui ont été élaborés. Et très certainement, on va vous les envoyer. Est-ce que généralement les conditions de participation sont accessibles pour les enfants de familles moyennes du Burkina? Oui, c'est accessible parce que c'est une activité qui est promotionnelle. On ne la fait pas pour avoir un quelconque bénéfice. Le ministère en charge du tourisme subventionne. Et donc, ça fait que la contribution des parents souvent est quand même acceptable. Oui. Avant de revenir à vous, en tant que directeur général de l'ONTB, le sujet qui va suivre va certainement vous intéresser. La région du Sahel possède des potentialités touristiques, mais depuis 2012, le secteur connaît bien des difficultés. Cela est dû principalement au fait que la région a été classée zone rouge sur le plan sécuritaire. Une de nos équipes est allée faire le constat sur des sites touristiques dans la province de Loudalan. On voit cela dans cet élément signé Marthe Ouedraogo et Bernard Diassou. Au Burkina, le Sahel occupe le deuxième rang après la région de l'Ouest en termes de fréquentation touristique. La province de Loudalan, tout comme les 3 autres que compte la région du Sahel, possède d'importants sites de potentialité touristique. Entre autres, nous avons les collines de Corée de Déou, les oasis de Minogou et de Bidi, ou encore les dunes vives d'Oursi. Si cette même dune, toute l'année, il y avait des touristes qui passaient ici. Mais il est difficile réellement d'estimer, mais c'est un village très très touristique. Il y a des moments quand tu arrives ici, tu penses qu'il y a plus de blancs que de l'habitation. Il y avait une très bonne façon de cohabiter ensemble, une bonne vie, tous ensemble. Mais depuis 2012, cette zone d'aventure et d'expédition touristique souffre toujours du manque de ses clients. Cette situation a occasionné la fermeture des structures d'accueil et un chômage au sein des populations. À l'heure où nous sommes allés, nous sommes d'abord abandonnés. Ça, c'est un. Tout le monde a peur de venir, que ce soit blanc ou noir, a peur de venir, puisque c'est une zone rouge selon eux. Donc, la doléance est que de mettre tout en œuvre et accompagner au moins cette zone rouge-là à avoir confiance en elle-même. Selon la Direction régionale des impôts du Sahel, les retombées financières du tourisme sahélien sont chaque année en progression.
De 2013 à nos jours, ce sont près de 5 millions de francs CFA qui ont été prélevés sur la taxe relative au tourisme dans cette région. Le réaménagement des structures d'accueil et une meilleure implication de l'État pourraient relancer le tourisme au Sahel. Monsieur le directeur général de l'ONTB, le tourisme qui souffre dans le Sahel du Burkina, comment vous vivez cette situation? Cette situation est difficile pour nous parce que nous constatons que l'activité est au ralenti vraiment dans la région du Sahel. Les guides se tournent les pouces, les unités d'hébergement ne reçoivent pratiquement pas de touristes, et ce qui est difficile. Mais bon, quand cela ne tienne, il y a des initiatives qui sont développées pour la relance de la destination touristique du Burkina Faso en général et celle du Sahel en particulier. Il s'agit de faire en sorte que le tourisme interne puisse prendre le relais sur le tourisme récepteur. C'est de faire en sorte que les Burkinabés eux-mêmes visitent les sites touristiques, consomment le patrimoine touristique du Burkina Faso. Et il y a également la stratégie marketing qui a été élaborée pour la destination Burkina Faso, qui devait en tout cas renforcer l'attractivité touristique de la localité. Il y a un programme qui a été dénommé au ministère Connecter ton beau pays, voilà, également qui devait permettre de relancer un tant soit peu en tout cas le tourisme dans la localité. Et du reste, aujourd'hui, nous travaillons au niveau des plus jeunes, les scolaires surtout. On mène des sensibilisations, des actions de promotion envers ces jeunes pour qu'ils grandissent avec le réflexe de la pratique du tourisme. D'accord. Mais si vous avez connaissance de mesures sécuritaires donc, qui pourraient exister pour justement encourager les gens à aller vers le Sahel? Bon, les mesures sécuritaires, nous nous inscrivons dans le schéma général de l'administration, mais très souvent quand nous avons des gens qui y vont quand même, on se fait accompagner par des forces de sécurité pour rassurer un peu les touristes. Merci, Monsieur Issa Bari, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé. Merci, madame. Dans la suite de cette édition, nous mettons le cap sur la région de l'Est pour prendre les nouvelles de la campagne agricole. Dans cette partie du Burkina Faso, cette campagne présente une bonne physionomie. Le constat a été fait par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedraogo, à séjourner dans la zone du 5 au 6 août dernier. Le reportage de Nestor Yougbaré et Lambert Soma. Sur une superficie de 26,5 hectares, Moïse Kéré produit du maïs, du soja, du sésame et de l'arachide. Nous sommes à Bantambougou, village de la commune de Kompienga, situé à 135 km de Fadangourma. Ce producteur modèle respecte les itinéraires techniques, de même que l'utilisation combinée de la fertilisation organo-minérale. Il n'y a pas de secret, c'est des fausses fumiers. Bon, c'est que des agents de technique nous donnent avec appui, c'est pourquoi descendre là, c'est comme ça. Si Dieu, on a aidé, si la pluie là c'est bien terminé, en tout cas on sait, si nous enlève notre dépense, on attendait quand même, on peut gagner 4 millions et quelques. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a fait une escale au centre de promotion rurale du PK60, puis à Tibga avant de se rendre au niveau du bas-fond risicole de Daputenga, qui a une superficie de 40 hectares aménagée par la République de Chine à Taïwan. On souhaite qu'un jour, les paysans peuvent travailler indépendamment. Ils peuvent utiliser le bénéfice pour acheter des équipements dont ils ont besoin. Voilà, je crois que c'est un point très important de notre visite aujourd'hui. Producteur sémencier à Komadougou, village situé à 15 km de Fada, Bouampouni Bongo exploite 25 hectares de maïs, de sorgho et de mil. Il attend en fin de saison une marge brute de plus de 18 millions de nos francs. C'est là que Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, a fait le point de sa tournée de 48 heures à l'Est. Jusque-là, la saison est bonne, la pluviométrie est très bonne. Les producteurs ont suivi les paquets technologiques qui leur sont proposés par les services de l'agriculture. Nous prions Dieu que nous puissions avoir une bonne pluviométrie bien répartie et qu'il n'y ait pas de poche
de sécheresse et que vraiment on puisse atteindre la fin de la campagne avec de très bons résultats. C'est par une rencontre avec les différents acteurs intervenant dans le secteur de l'agriculture de l'Est que le ministre de tutelle a terminé son séjour. Et pour mieux assurer la sécurité alimentaire des Burkinabés, le gouvernement a affiché clairement sa volonté, celle de produire en quantité et en qualité. Cela passe non seulement par la disponibilité de moyens financiers et matériels, mais aussi par un changement de comportement des agriculteurs. Ces derniers devraient abandonner les moyens archaïques utilisés jusque-là, mais cela est loin d'être une réalité encore sur le terrain. On fait le constat avec Issa Kafando et Draman Dadia. La saison pluvieuse s'est finalement installée par là. Nous sommes dans le mois d'août et aujourd'hui, Robert Nikiema mobilise tous les braves valides de sa famille contre les mauvaises herbes qui menacent son champ de 1002 hectares. Mes frères, mes femmes, mes enfants et moi-même, nous travaillons ensemble. C'est en fait un champ commun pour nourrir plus de 20 personnes. Ce champ, visiblement en souffrance, faute d'intrants, est ainsi exploité depuis des décennies. Y rester courbé à longueur de journée avec la daba ne semble plus intéresser certains jeunes, même si le gouvernement engage la jeunesse burkinabé à avoir foi en l'agriculture. Par exemple, le vieux, depuis ma naissance, je le connu avec la daba. Et il est toujours dans la daba, rien ne change. Je ne vois pas d'avenir. Je ne vois que du noir dans l'agriculture. À force de cultiver avec la daba, elle a fini par laisser ses marques sur les paumes de cet homme, un chauffeur déflaté qui a été obligé de retourner à la terre pour sa survie. Aujourd'hui là, le cultive là c'est cher, c'est dangereux. Pas nana, hein? C'est dangereux. Nous comme chauffeur, il a laissé chauffeur, il a cultivé ça. On va manger. C'est à cause de ça, nous on cultive. Nous, ce cœur, tu travailles ça. Outre la daba, outil agricole le plus emblématique utilisé au Burkina, certains producteurs font recours à des animaux de trait, le plus souvent des ânes et des bœufs. Est-ce ce qu'on appelle une agriculture moderne? Ici, les cultivateurs disent attendre encore et avec impatience la révolution agricole tant annoncée au pays des hommes intègres. C'est notre méthode traditionnelle de travail et nous n'avons vraiment pas les moyens de changer cela. C'est vraiment difficile. Plus de 80% de la population burkinabé exerce dans l'agriculture, mais la croissance agricole du pays est toujours inférieure à 4% par an selon la Banque mondiale, ce qui est relativement faible. Et si l'on veut gagner le combat contre la faim au Burkina, il faut mettre les bouchées doubles, produire en quantité et en qualité. Voilà donc notre reporter Draman Dadzian qui s'essaie avec la DABA. Le programme présidentiel volet eau et assainissement est en cours d'exécution au Burkina Faso. Il avait été lancé le 31 mars dernier par le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'objectif est d'atteindre 0 corvée d'eau d'ici à 2020. Et pour cela, il est prévu la réalisation de plus de 1000 forages, la réhabilitation de plusieurs autres et la construction de points d'adduction d'eau potable. Côté assainissement, il est prévu entre autres la réalisation de plus de 35 000 latrines. 4 mois après le lancement de cet ambitieux programme, que peut-on constater sur le terrain? La réponse dans ce dossier de Salif Bilem et Aboubakar Sagnon. Yayokoro, c'est l'histoire d'un village niché sur les berges du fleuve Sourou, mais qui manque d'eau potable en permanence. Ici, les femmes et les filles utilisent l'eau du fleuve pour les tâches ménagères et parfois même comme eau de boisson. Menacé d'inondation, le village doit déménager sur un nouveau site, mais là également, le problème d'eau se pose. Ce 4 août, l'angoisse des villageois fait place à la joie. Sous la pression de la foreuse, l'eau tant recherchée et convoitée jaillit. Un grand soulagement pour la population. Nous sommes très contents. Avant, il y a difficulté, parce qu'on ne peut pas trouver de l'eau comme ça sans fatiguer. On a creusé en vain. Pour avoir l'eau propre, c'est pas facile.
À Nangounan, village situé dans la commune de Tansila à la frontière avec le Mali, le forage est déjà réalisé. L'heure est à l'installation de la pompe. L'opération s'effectue sous le regard curieux et le sourire des habitants. L'eau potable viendra désormais du forage et non des puits que compte le village. Après 2 heures de travaux, le dispositif est enfin prêt. C'est la course pour faire partie des premiers à utiliser la pompe. Même la vieille génération ne veut pas se faire devancer. On s'approvisionnait dans les vieux puits que nous avons. Il y a de l'eau, mais elle n'est pas de bonne qualité. Cette pompe est la première de ce quartier de Mangouna. Nous sommes très contents. Nous disons merci aux autorités. Ces forages sont réalisés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence volet eau potable et assainissement. Dans la région de la boucle du Mouroun, ce sont 52 forages qui seront réalisés cette année. À ce jour, nous avons pu réaliser 25 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. Vous avez pu constater sur le terrain. Et actuellement, c'est des forages mis en service et la population exploite. Au niveau des réhabilitations, il est prévu 28 réhabilitations. Actuellement, nous sommes à 43, c'est-à-dire il y a eu même des réalisations hors programmation au niveau des réhabilitations. En plus des forages, le programme prévoit la réalisation d'addictions d'eau potable simplifiée AEPS. Kabourou, village situé dans la commune de Fara dans les Balais, fait partie des 3 localités de la région choisies pour l'installation d'AEPS pour l'année 2016. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux est à pied d'œuvre. Ça va nous apporter de l'eau propre. Et puis on ne souffre pas. Le site sera composé d'une pompe, d'un château d'eau, de 5 bornes fontaines et de 20 branchements privés. Coût total de l'ouvrage, 98 millions de francs CFA. Concernant en fait le système de pompage, nous avons un forage où nous comptons installer une pompe de 10 mètres cubes heure avec une source d'énergie mixte, c'est-à-dire qu'on aura un système donc solaire et un système thermique avec un groupe électrogène. Au niveau du système de stockage, nous avons un château de 40 mètres cubes. Dans la commune de Balavé, dans les Banwa, l'accent est mis sur l'assainissement. 140 latrines ont déjà été construites. Au total, 353 latrines seront réalisées au profit des habitants de la commune. La famille Konaté fait partie des bénéficiaires. Plus besoin de s'éloigner pour faire ses besoins. On partait loin pour faire nos besoins. Nous avons maintenant une latrine, ça nous soulage beaucoup. Le programme a prévu 7872 latrines familiales neuves. Au jour d'aujourd'hui, on a 3820 exécutés et 2000 réhabilitations. Donc si on prend de façon globale, on a près de 6000 latrines familiales mises à la disposition des ménages. Seule difficulté dans l'exécution des chantiers dans cette région, la lenteur de certaines entreprises et procédures et surtout l'inaccessibilité de certaines localités. Autre point de l'actualité, et on s'intéresse à présent à nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Vous le savez déjà, l'une des plus importantes communautés burkinabées à l'étranger réside dans ce pays. Environ 3 700 000 selon le dernier recensement. Les uns y sont allés à la recherche du mieux-être et pour les autres, c'est juste le goût de l'aventure qui les a conduits en territoire ivoirien. On les entend dans ce téléma signé Mokhtar Ouedraogo et Nyarki Teda. Ce n'est un secret pour personne. La Côte d'Ivoire, lieu de prédilection de beaucoup de Burkinabés. Environ 4 millions selon les chiffres officiels de 1998, au nombre desquels Idrissa Gansonré qui y réside depuis 1978. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Bon, je suis venu en Basse-Côte. J'étais à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, j'ai fait une scène pour ici. Bon, quand ici est arrivé, j'ai trouvé que bon, ce que je devrais faire, c'est les plantations. C'est ça qui peut me faire ici. Parti pour une simple aventure, l'homme est devenu un agro-businessman. Il n'est pas le seul à nous conter son histoire. Adama Ouedraogo, lui, est arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 27 janvier 1967 avec un objectif clairement défini.
C'est par manquant de moyens. Bon, on n'a pas de travail là-bas. Souvent, il faut cultiver. Souvent, ça ne réussit pas. Bon, vraiment, tu sais, à ce temps, nous, on était les jeunes. Bon, on en a besoin beaucoup de choses. Les parents n'arrivent pas à faire. On était obligés de quitter à côté des parents, aller chercher un peu. Mais c'est le problème du travail qui nous a motivés de venir ici. Sinon, il n'y a pas autre chose. Parce qu'on peut faire quelque chose, ça va réussir un peu vite plus que par rapport à chez nous là-bas. C'est ça qui nous a poussé. Sinon, il n'y a pas autre chose. L'histoire de la migration varie d'un Burkinabé à un autre. Pour la Sinan Zébré, présent à Niamandji en 1978, dans les encablés de Sobré, plusieurs raisons expliquent cette forte migration. Il y a 3 facteurs. Soit ils sont venus par leurs parents qui résident ici, soit d'autres sont venus pour chercher une meilleure vie, soit d'autres aussi sont venus peut-être pour créer des emplois. Mais ce qui est important, le plus nombre de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire viennent pour travailler au champ. Pour ces Burkinabés de Côte d'Ivoire, par contre, la forte présence des Burkinabés au bord de la lagune Ébrié est liée à l'histoire des deux pays. Bien avant que vous connaissez, vers les années surpassées, je ne connais pas quel moment, les Burkinabés et les Ivoiriens étaient les mêmes choses. C'est pour cela que nous sommes beaucoup en Côte d'Ivoire ici. On a rattaché, on est la même chose. Les millions de migrants burkinabés sont pour la plupart à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans des campements où ils exploitent la terre à la recherche de quoi vivre et venir en aide aux parents restés au pays. Les quelques restés en ville sont dans le secteur informel ou dans l'entrepreneuriat. Retour au Burkina Faso et nous allons à la découverte d'une jeune fille du quartier Rimkieta de Ouagadougou. Elle est ferrailleuse et elle détient aujourd'hui son propre atelier où elle travaille chaque jour. Mais cela ne l'empêche pas de suivre son cursus scolaire puisqu'elle est également élève en classe de 4e. Elle, c'est Stéphanie, elle a 16 ans. On la découvre davantage avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Derrière cette silhouette se cache un talent. Découper les barres de fer, assembler les morceaux pour en faire l'armature d'une maison, l'exercice n'a plus de secret pour Stéphanie. Ce métier, elle l'a appris dès l'âge de 12 ans en regardant son père travailler. J'ai quitté à l'école pour venir. Il s'est levé me laisser avec l'atelier, j'ai essayé de faire si j'ai trouvé. Il est venu, il a vu que c'est comme ça en tout cas. Il m'a habitué à faire ça. Ce métier n'est pourtant pas donné au premier venu. Mais cela ne décourage pas notre jeune ferrailleuse. Et c'est avec dextérité qu'elle manie le fer. Si je travaille, je ne me sens pas fatiguée. Si c'est pas le soir, je vois. Si je travaille comme ça, je peux travailler le matin jusqu'au soir sans me reposer. À 16 ans, Stéphanie a son propre atelier. Elle fait la fierté de son père. Je reste convaincu qu'elle va réussir dans la vie. Même si l'État ne peut pas l'embaucher, elle peut s'auto-employer. Le travail de Stéphanie ne laisse personne indifférente et elle fait des émules. C'est parce qu'elle est une fille et elle fait ça que moi aussi je suis venue intervenir avec elle. C'est pas facile qu'une fille attache les fers, ça m'a rendue heureuse. C'est à cause de ça moi aussi je suis venue. J'invite les autres filles à emboîter ses pas car c'est le chemin de la réussite. Élève en classe de 4e, cette jeune fille y trouve son compte et projette en faire son métier. J'ai décidé si je gagne le plus, je vais faire de la technique pour continuer quoi. Ce travail là me plaît beaucoup. Stéphanie ouvre son atelier à 7h et ne ferme qu'à 17h pour aller au cours. Pendant la journée, elle consacre ses temps libres à la révision de ses leçons. Pas de répit donc pour cette jeune ferrailleuse qui envisage l'avenir avec optimisme. Pour les actualités sportives, en football, les meilleurs sportifs burkinabés ont vu leurs efforts récompensés hier à l'occasion de la Nuit des lauréats. C'est une initiative de la Fédération burkinabé de football pour reconnaître les mérites et saluer la performance de ceux qui se sont surpassés. La Nuit des lauréats a aussi été une occasion pour l'équipe de Sita Sangaré de dresser le bilan de la saison 2015-2016. Le résumé de cette soirée avec Daouda Ouattara et Khalifa Ouattara. Des récompenses individuelles et collectives, mais aussi la reconnaissance de l'équipe fédérale à l'endroit de certaines personnalités qui ont œuvré au développement du football burkinabé. Voici résumé l'édition 2016 de la Nuit des lauréats, une nuit dédiée à l'excellence dans le football. Je suis là surtout pour encourager la Fédération burkinabé de football
dans l'organisation de cette grande nuit des lauréats qui n'a pour autre objectif que de stimuler l'ardeur des acteurs du football, des acteurs des différents championnats. Et c'est dans un esprit de saine émulation, dans un esprit de découverte des talents et de récompense surtout. Les meilleurs des championnats féminins et masculins, de l'arbitrage et des coupes nationales sont distingués à la hauteur de leurs performances. La Palme d'Or revient au Rail Club du Kadiogo qui a réalisé le doublé championnat Coupe du Faso et qui se fixe un autre objectif. On va se lancer comme défi de rentrer dans la phase de poule. Je pense que c'est chose qu'un club burkinabé n'a pas pu réaliser depuis là. Non, on va se lancer comme défi de au moins rentrer dans la phase de poule. Renaissance de la Coupe du Faso féminine, la Coupe de la FBF, les compétitions de jeunes. L'année sportive a été bien remplie. Nous sommes satisfaits de cette année sportive. Sur le plan des résultats, je pense qu'on a des motifs d'insatisfaction, mais également quelques motifs de satisfaction. Le nouveau combat du colonel président, c'est d'élargir les bourses aux petites catégories et au football féminin. La nuit des lauréats en football, là, on en parle davantage avec Mahamadi Ouena du service des sports. Bonsoir Mahamadi. Bonsoir Nathalie. Alors, que peut-on retenir d'autre sur cette soirée au cours de laquelle la FBF a récompensé les meilleurs joueurs et entraîneurs? Ok, ce qu'on peut retenir d'autre, c'est que le FCK s'est taillé la part du lion. 20 millions, c'est la cagnotte que cette formation a eu grâce à son doublé, 10 millions pour le championnat et 10 millions pour la victoire en Coupe du Faso. Et sur le plan individuel, il y a eu d'autres joueurs du RCK, notamment Yacouba Mando, qui est élu meilleur joueur du championnat, et l'entraîneur Kamou Malo, qui est élu meilleur entraîneur. Donc ça fait des récompenses pour le RCK. Et on peut retenir aussi que Nasser Lawali de COSAF est le meilleur buteur du championnat avec 11 buts. Et en tout, il y a eu 58 distinctions lors de cette nuit des lauréats. Alors, on va aller sur le terrain pour parler des éliminatoires de la CAN Cadet Madagascar 2017. Les étalons cadets sont à Cape Coast au Ghana où ils ont joué contre les Black Satellites. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre équipe. Oui, évidemment, les nouvelles ne sont pas bonnes parce que les étalons cadets sont tombés lourdement à Cape Coast cet après-midi au Ghana. Et 5 buts à 1. Et pourtant, ce sont les étalons cadets qui ont ouvert le score dès la 11e minute, mais par la suite, les cadets burkinabés ont craqué et ils n'ont pas pu tenir devant les Black Satellites. Et cela confirme la difficulté actuelle des petites catégories burkinabés, parce que depuis 2011, où le Burkina était champion d'Afrique au Rwanda en cadet, et le Burkina n'a pu participer à une CAN des cadets. Et cela ne veut pas dire que le Burkina a déjà éliminé, mais ça compromet davantage les chances des étalons. Mais nous sommes en football et aussi dans les petites catégories. Et le match retour qui va se jouer le 20 août prochain à Ouagadougou va être très très difficile pour nos gamins, mais il faut toujours y croire. Nous sommes en football, il faut marquer 4 buts et ne pas encaisser pour espérer aller au 3e tour, parce que c'est le 3e tour maintenant qui va être le tour définitif pour aller à Madagascar 2017. Merci Mahamadi Ouena, et on donne rendez-vous aux téléspectateurs demain au magazine de sport pour plus d'actualités sportives. Oui, évidemment. Avec un nouveau look. Voilà, un nouveau look aussi au magazine de sport, un nouveau générique aussi, et je crois que ce sera plus détaillé demain à 21h. Voilà, mesdames, messieurs, qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles au programme de la RTV.